Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre quatrième webinaire S'équiper en appareil auditif. Donc ce webinaire, on l'a appelé S'équiper en appareil auditif. Comment choisir ses futurs appareils? Quel financement? Vers qui se tourner? Ce webinaire, il aura comme forme une table ronde avec des participations à la fois de professionnels et de membres associatifs. Et à la fin, nous aurons une partie questions-réponses qui pourra se faire via le chat. Ce webinaire va durer 1h30 avec, comme on le fait pour tous nos webinaires, un temps de témoignage de personnes concernées, un temps, on va dire, où on va parler du thème avec des professionnels et des représentants associatifs. Et puis, une partie questions-réponses. Voilà, donc le webinaire est pour une durée de 10h30 jusqu'à 12h et avec de l'accessibilité, langue des signes, LFPC et puis transcription des échanges en temps réel. Ce webinaire sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Surdi Info Service. Alors, donc, pour ce webinaire, donc, toujours, je vais vous rappeler les bonnes pratiques. Donc, les micros et caméras de tous les spectateurs sont fermés. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc, notre webinaire en 3 parties. Une première partie sur des témoignages de personnes, donc, qui vont parler de leur appareillage. Puis ensuite, une intervention donc, avec donc, 3 personnes qui vont intervenir. Donc, Yann Griset, président de Bucodes Surdi France, Brice Janssen, qui est président du syndicat des audioprothésistes, et Marie-Élisa Delbest, qui est répondante sur la plateforme d'écoute et d'orientation de Surdi Info Service. Et puis, donc, une partie questions-réponses, les 15 dernières minutes. Alors, nous allons commencer tout d'abord par des témoignages. Donc, ce sont des témoignages qui ont été réalisés. C'est un film qui a été réalisé par le Centre national d'information surdité, donc qu'on avait appelé Premier appareillage, il témoigne. Ça ne me gêne pas du tout de dire je suis malentendant, au contraire, ça permet d'établir un climat de confiance. La personne sait qu'elle aura des difficultés peut-être à s'expliquer et moi à comprendre, donc il y a un effort vis-à-vis de d'autres. Donc ça ne me gêne pas du tout. Je le dis maintenant, je ne l'ai pas dit au départ. Et parce que c'est pas forcément évident à dire au départ, il faut déjà aussi accepter qu'on devient malentendant. On faisait une réunion de concertation entre professeurs d'éducation physique. Mon équipe, et puis j'ai un collègue qui me dit mais Marie, je viens de te le dire. Et il répète, je viens de te le dire. Et commençait un petit peu aussi à être agacé que je le fasse répéter comme ça. Et là, coup de théâtre, j'ai osé dire, écoute, excuse-moi, mais je suis malentendante. Alors là, il y a eu d'abord un effet de surprise considérable, et ensuite la compassion, la gentillesse et presque la gêne en disant « Excuse-moi, je ne savais pas, on ne savait pas. » Alors je les ai rassurés, je leur ai dit bah, « Vous ne pouviez pas savoir puisque je ne l'ai jamais dit. » Je dis que je suis malentendant pour tout de suite clarifier, pour si jamais il y a des quiproquos qui peuvent s'établir. Donc, je dis tout de suite que je suis vraiment, même j'exagère un peu quelquefois, je dis je suis sourd. Parce que quand vous dites à une personne, vous êtes malentendante, elle dit, oh,
il entend un peu, donc elles ne font pas encore l'effort de se faire comprendre. Quand vous êtes sourd, il n'entend pas du tout, donc l'effort se fait un peu plus intense et on fait soit ralentit la parole, ou soit alors quand je vois que la personne, je ne comprends pas, je la fais écrire de façon à pouvoir communiquer par l'écrit. Et ce qui a changé depuis 1 an et demi, c'est qu'avec l'implant, je peux pas trop le cacher, hein, il est là. Donc là, les gens, ils sont conscients que je suis bizarre, le gros truc là derrière. Et donc là, il y a des questions, il y a des échanges, alors que les gens, je connais pas du tout ces personnes. Donc, surtout les enfants. Qu'est-ce que tu as dans le crâne? Je vais t'expliquer. Je suis allé chez mon opérateur téléphonique pour un problème de téléphone et il fallait absolument contacter une ligne téléphonique, et ce que je ne peux pas faire. Et en fait, du coup, je suis allé en agence et la personne de l'agence a pris son téléphone et a appelé, voilà. Alors que normalement, elle n'est pas autorisée à le faire. Mais le fait de l'avoir dit, je pense que ça a permis de le faire. Sinon, elle n'aurait pas pu le faire. Je dis souvent que je suis malentendant quand je suis au téléphone, quand je reprends le téléphone, parce que c'est l'endroit où c'est l'environnement où on y arrive le moins, enfin où il y a le plus de difficultés. Et je le dis très souvent, pour les conversations téléphoniques, quand je prends rendez-vous quelque part, je le dis tout de suite. Je dis simplement, je m'excuse pas, hein, je suis malentendant. Je ne dis pas je m'excuse, j'ai pas à m'excuser. Je suis malentendant, il est possible que je vous demande de répéter. Donc la personne, elle est tout à fait consciente que, ah oui, j'ai une personne malentendante, et il est capable de téléphoner, donc oui, pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Les gens me disent, ben oui, il n'y a pas de souci, je répéterai s'il faut. Pas de souci, il n'y a pas de souci. Par contre, si je le dis pas, des fois j'oublie de le dire, mais je le dis après, ça n'a pas le même sens. J'ai l'impression d'avoir trompé la personne. Donc il faut le dire tout de suite, et puis après, ben, advienne que pourra. Quand on est avec des personnes vous avez besoin d'un service, le fait de leur dire qu'on est malentendant, elles peuvent être beaucoup plus efficaces avec nous, en nous aidant. Ah oui, moi, ce que je voudrais vraiment ajouter, c'est par rapport aux personnes malentendantes. J'aurais envie de leur dire, surtout, n'abandonnez pas la partie, ne vous résignez pas, continuez à vivre comme avant, même si c'est pas parfait. Battez-vous pour continuer à vivre comme avant. J'ai vraiment envie de leur dire ça, qu'il faut pas renoncer. Donc là, nous avons entendu les différents témoignages de personnes qui expliquent comment elles annoncent, comment elles parlent de leur surdité, comment elles parlent de leur appareillage aussi et de l'impact que ça a sur l'environnement, sur la façon des personnes de s'adapter. Là maintenant, nous allons vous proposer plusieurs interventions, des petites interventions de 6 minutes où nous allons rebalayer, je dirais, le parcours de l'appareillage d'une personne, du moment du diagnostic, même avant le diagnostic, c'est-à-dire j'entends un peu moins bien, est-ce que je dois consulter, comment ça se passe, jusqu'à l'appareillage de la personne. Alors, nous allons tout d'abord commencer par la première sous-thématique. J'entends moins bien, dois-je consulter, dois-je me faire appareiller? Donc, quels sont les signes d'une perte auditive? Le parcours de soins, quel sera ce parcours de soins? Et les bénéfices du port d'appareil auditif. Pour aborder ces différents points, je laisse la parole à Brice Janssem qui se représentera. Je l'ai présenté très rapidement, mais je le laisse se représenter pour à peu près 6 minutes sur ce thème-là. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Brice Janssem, audioprothésiste à Brest, en exercice depuis à peu près 25 ans. Également président du syndicat des audioprothésistes depuis 2 ans pour défendre l'exercice professionnel
dans sa dimension de profession de santé. Alors sur les premiers signes, c'est souvent l'entourage qui les détecte avant la personne elle-même, c'est-à-dire que la personne se retrouve obligée de faire répéter, effectivement, on fait des quiproquos, comme on a pu le voir dans les témoignages, et donc c'est souvent l'entourage qui va dire, tiens, c'est curieux, est-ce que tu ne devrais pas consulter, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Et les personnes qui commencent à avoir une difficulté sont parfois un petit peu dans le déni, vont réussir à compenser en lisant sur les lèvres, en mettant la télévision plus forte, en évitant certaines situations difficiles. Mais en fait, ce sont des signes qui doivent alerter et qui doivent amener à rentrer progressivement dans le parcours de soins. Alors, il y a plusieurs façons pour rentrer dans le parcours de soins. On peut d'abord faire un premier dépistage soi-même en utilisant une appli, comme l'appli Aura, que vous pouvez installer sur une tablette téléphonique, pardon, un téléphone ou une tablette, qui vous permet de faire un petit test, de le comparer à des normes et de le comparer à vos proches. On peut bien sûr aller voir un généraliste, aller voir un audioprothésiste, mais en principe, le parcours de soins, si réellement il y a une baisse d'audition, c'est de passer d'abord chez l'ORL, puisque la primo-prescription est désormais réservée aux ORL. Donc, on voit le généraliste, il s'assure qu'il n'y a pas un bouchon de serre humaine, une otite séreuse, par exemple. Là, on parle de surdité qui apparaissent progressivement. Hein. Si c'est une surdité brusque, évidemment, il faut se rendre aux urgences. Voilà. Mais sur une surdité progressive, sur plusieurs mois et années, le parcours de soins, c'est d'aller voir le généraliste qui vérifie d'abord qu'il n'y a pas de bouchon, et puis qu'il n'y a pas d'otite séreuse, par exemple, et qui va vous adresser à l'ORL. Ensuite, l'ORL va faire un audiogramme, c'est-à-dire une mesure de l'audition. On fait entendre à la personne des sons et on cherche la limite, le son le plus bas qui est audible. On va également faire une audiométrie vocale qui consiste à faire répéter des mots et on doit avoir une concordance, en principe, entre les seuils, donc la réponse qu'on trouve en audiométrie avec des sons et la réponse qu'on trouve en audiométrie avec des mots. Si on a, alors on part d'une norme, hein. La norme c'est 0 décibel de perte. On considère que jusqu'à 20 décibels, on est dans les limites de la norme, et à partir de 20 décibels, on parle de surdité légère. Dans ce cas, au-delà de 20 décibels, si on a une surdité à 30 par exemple, la surdité en vocal doit également faire 30 décibels. Sinon, ça amène à des examens complémentaires. Également, s'il n'y a qu'une seule des deux oreilles qui est touchée, l'ORL sera amené à faire des examens complémentaires à la recherche de la cause. Une fois que la cause est établie, enfin que le diagnostic est posé par le médecin ORL et les causes, disons, chirurgicales, enfin les causes auxquelles on peut remédier par la chirurgie ou par des médicaments écartés, à ce moment-là, le médecin va prescrire un appareillage auditif. La prescription est préalable à tout appareillage auditif. Alors, dans le cadre d'un repérage, les temps d'accès au généraliste et surtout à l'ORL étant un peu longs, si vous avez un doute, vous pouvez aussi bien sûr aller voir directement un audioprothésiste qui peut faire un audiogramme, mais qui n'a pas le droit de poser un diagnostic. Il peut juste vous dire, vous êtes dans la norme ou vous n'y êtes pas. Si vous êtes dans la norme, vous êtes rassuré, tant mieux. Si vous n'y êtes pas, effectivement, il va falloir aller voir l'ORL assez rapidement. Mais donc la prescription, en principe, est faite par l'ORL avant même d'avoir vu l'audioprothésiste. Et muni de cette prescription, vous allez choisir un professionnel de santé. Alors, je ne sais pas si je suis dans le sujet, puisque je ne me rappelle plus des questions qui étaient posées au départ, dans le parcours. En tout cas, sur le choix du professionnel de santé, il faut un petit peu être prudent avec les publicités, et en particulier, vous allez choisir un professionnel et non pas un appareil. Donc, une publicité pour des aides auditives est une mauvaise publicité, parce que la personne n'est pas capable de savoir quel est l'appareil qui sera adapté en fonction de son type de surdité, de son mode de vie, de l'ergonomie qui est attendue, des prix bien sûr. Et donc ça, c'est un choix qui est de la responsabilité de l'audioprothésiste. C'est-à-dire, s'il fait un mauvais choix, vous pouvez aussi vous retourner contre l'audioprothésiste. Donc ce choix doit être fait après. Donc pour le choix de l'appareil.
Donc le choix que fait le patient, c'est le choix du professionnel. Et le choix du professionnel doit se faire sur les conseils des médecins, sur les conseils de l'entourage, sur la présence de ce professionnel en ville depuis un certain temps ou d'une enseigne qui est déjà connue nationalement, afin d'éviter disons, des risques, voilà, on va dire ça comme ça. Donc vous choisissez un professionnel, vous pouvez également le consulter et en consulter un second si le contact n'est pas bon. Il faut le choisir comme vous choisissez un kiné ou un médecin. La personne doit être disponible, à l'écoute, répondre à toutes vos questions. Et ce professionnel va, lors du premier rendez-vous, établir un devis avec d'après l'anamnèse et les examens qu'il aura fait. Il a l'obligation de refaire l'audiogramme. Donc là aussi, s'il y a une divergence entre l'audiogramme de l'ORL et de l'audioprothésiste, ça peut être un signal pour faire des examens complémentaires. Et l'audioprothésiste va se baser ensuite sur son audiogramme pour régler l'aide auditive. Donc il va vous proposer non seulement une aide auditive avec les premiers réglages d'adaptation, l'accompagnement, les, les moyens et les méthodes pour vous aider à vous y habituer, hein, puisqu'on parle bien sûr de premier appareillage auditif là, mais il va également vous proposer, et c'est indissociable, un suivi pendant toute la durée d'utilisation de l'aide auditive, qui va être de 4, 5, 6 ans, parfois beaucoup plus. Ça dépend des personnes, la moyenne étant en France de 5 ans et demi. Euh, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le parcours de soins. Euh, une des questions qui était posée également, c'était que peut-on attendre d'une aide auditive? Eh bien, ça va dépendre de la qualité du réglage, mais ça va d'abord dépendre de la surdité. On récupère, pour schématiser, on récupère avec une aide auditive entre un tiers et la moitié de sa perte auditive. Très concrètement, pour une surdité de 60 décibels, on va gagner entre 20 et 30 décibels. Ce qui signifie, puisque je rebondis un peu sur les témoignages, que même avec une aide auditive, on n'a pas une audition normale. Et ça, c'est très important de le comprendre et de le faire comprendre à l'entourage. Il ne faut pas hésiter à aller à ces rendez-vous avec l'entourage, parce que l'entourage va être sensibilisé à la surdité, aux difficultés, et va peut-être comprendre que même avec l'appareil auditif, il faudra faire des efforts parfois, être compréhensif. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble du sujet. Très bien, vous avez même été un petit peu plus loin. Un petit peu trop On est loin, sur pardon. Non, mais c'est très bien. On était sur la deuxième thématique sur comment choisir son audioprothésiste. Donc, vous avez bien expliqué le cadre légal, le fait qu'on choisit d'abord une personne plutôt qu'un type d'appareil. Moi, j'avais envie de vous poser la question si une personne choisit son appareil auditif, mettons à Lyon, parce qu'il habite à Lyon et qu'il déménage à Brest. Comment se passe le suivi? Est-ce qu'il y a un suivi qui est pensé là-dedans? Alors, si la personne déménage à Brest, ça tombe bien, je vais l'accueillir chaleureusement et gratuitement. Et en fait, c'est simplement une réciprocité entre professionnels. On considère qu'il y a autant de personnes, vous savez, vous parlez de Lyon, mais nous, à Brest, on a beaucoup de militaires qui sont souvent mutés entre Brest et Toulon. Et donc, on considère qu'on a autant de mutations dans un sens que dans l'autre. On a autant de déménagements entre Lyon et Caen, entre Paris et Toulouse, et réciproquement entre Toulouse et Lyon. Et on considère donc que euh, le suivi que l'on doit à nos patients qui sont partis va être compensé par un confrère, et nous, on compensera le suivi que le confrère devait à ses patients à lui. Voilà, donc c'est pas du tout un problème. Il suffit de venir avec une facture du précédent du prothésiste pour montrer où l'appareil a été acquis et que le suivi, bien sûr, fait partie du service et on va le recevoir gratuitement. Enfin, on va continuer le service. Là où ça peut poser un problème, pour être très franc avec vous, c'est un patient, une personne qui choisirait dans la même ville un audioprothésiste attiré par la publicité, par des fausses remises, etc., et qui serait mécontent du service. Et là, effectivement, on va avoir plus de mal à accepter quelqu'un qui vient de la même ville. C'est pour ça qu'on va demander la facture pour voir que la personne a réellement déménagé. Parce que ça serait un petit peu trop facile. Vous auriez des professionnels qui vendraient des appareils, peut-être même euh, moins chers puisqu'ils ne font pas le service, et puis d'autres qui feraient tout le service gratuitement. Donc ça, c'est pas possible.
En revanche, en cas de déménagement, il n'y a vraiment aucune difficulté. Si vous avez une enseigne nationale, vous pouvez profiter de cette enseigne parce que vous avez Audition Tartampion à Lyon et vous allez chez Audition Tartampion à Brest, mais vous pouvez également changer d'enseigne. Ça n'est pas une difficulté. Si Audition Tartampion à Brest ne vous plaît pas, allez chez Audition du chemin. Et c'est pas un problème non plus. Voilà. Ça peut être rassurant d'avoir la même enseigne, mais ça n'est pas non plus une obligation parce que notre travail est avant tout un travail de personnes. Dans la même enseigne, vous pouvez avoir des gens avec qui vous allez avoir un très bon contact et d'autres avec qui ce sera plus difficile, comme avec votre généraliste et son remplaçant, comme avec votre kiné et son remplaçant. On est dans une relation très forte entre la personne et le professionnel. Très bien. Je rebondis sur le fait, quand vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas, enfin que les audioprothésistes n'étaient pas simplement des vendeurs. Est-ce que vous avez déjà fait des études sur combien de fois en moyenne par an ou par mois vous pouvez être amené à rencontrer les personnes pour affiner des réglages ou faire Des des ajustements. petits ajustements? Alors c'est très compliqué et c'est pour ça qu'on est très comment dire, pardon, on est très accroché, on tient à notre suivi indissociable parce que ça dépend des personnes et ça dépend des périodes de la vie. Donc la réglementation, puisque lors de la réforme 100% santé, il a été décidé de maintenir cette prestation de suivi, la réforme a imposé que 2 rendez-vous soient proposés annuellement, c'est-à-dire obligatoire quasiment. Alors on n'a pas encore l'obligation d'envoyer un SMS ou un courrier, mais ça pourrait être une solution à l'avenir. Donc ça, c'est le minimum, 2 rendez-vous par an pendant lesquels on va vérifier l'audition, vérifier l'appareillage. Mais en fait, on a des personnes qui vont venir 10 fois par an et d'autres qui vont laisser passer 1 ou 2 rendez-vous et ne venir qu'au bout d'1 an, 1 an et demi. Ça dépend des besoins de chacun et ça dépend de l'audition de chacun. On a des personnes qui ont besoin d'être fréquemment réassurées et donc qui fréquemment confrontées à une difficulté de compréhension en milieu souvent un peu bruyant, en famille, c'est souvent après les fêtes, c'est souvent après un mariage, un anniversaire. La personne va venir nous dire, bah, mon appareil marche bien parce que j'ai pas tout entendu. Et là, c'est une grosse difficulté pour nous parce que c'est un rendez-vous qui prend énormément de temps, parce qu'on ne sait pas si réellement son audition a baissé, son appareil est défectueux, ou si c'est simplement son impression. Donc il va falloir tout reprendre de A à Z. Otoscopie, bien sûr, audiométrie, vérification de l'appareil sur la chaîne de mesure, vérification des réglages en adéquation avec l'audiométrie, et parfois, pour rassurer la famille, il va falloir tout expliquer à la famille qui vient en même temps. Et puis bien sûr, audiométrie avec appareil pour mesurer le gain fonctionnel. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Et puis parfois les gens viennent en nous disant je n'entends plus et on trouve la panne tout de suite. Il y a réellement une panne, on va résoudre la difficulté, un bouchon, du cérumen, un défaut. Donc voilà, donc on n'a pas de règle absolue, mais la moyenne est quand même de l'ordre de 3 fois peut-être par an, de 3 visites par an peut-être, avec des audioprothésistes qui proposent systématiquement 2 rendez-vous, donc tous les 6 mois comme la loi impose, qui sont des rendez-vous plutôt d'une demi-heure. Je ne parle pas des rendez-vous à la demande des gens, hein, qui peuvent durer bien plus longtemps, mais les rendez-vous de routine qui vont être d'une demi-heure. Et puis d'autres audioprothésistes qui préfèrent proposer 4 rendez-vous par an, mais des rendez-vous un peu plus courts, des rendez-vous d'1/4 d'heure. Voilà, c'est une autre façon de s'assurer que l'appareil et le réglage sont toujours fonctionnels. Donc c'est très difficile. Je vais vous donner un exemple. Ça m'est arrivé, des personnes que vous voyez tous les ans, de manière régulière, en gros tous les 6 mois, tout va bien. Et puis, tout à coup, pour une raison inexpliquée, ça ne va plus et la personne revient tous les 15 jours. En réalité, c'était un signe et un indice d'une dépression, et il a fallu ensuite que la personne soit suivie. Mais on est là pour y répondre, et on y répond, et on essaye de rassurer au moins sur le plan de l'audition, et de dire que de ce côté-là, tout va bien, mais on est dans l'obligation de répondre à chaque rendez-vous. Et donc cette personne, elle venait très 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 souvent, et chaque fois tout allait bien, mais pour elle, ça n'allait pas. Et puis pour finir, moi, je ne suis pas psychologue ou médecin, mais il a été diagnostiqué une dépression enfin, qui était en train de s'installer en réalité. Donc voilà, donc on répond à toutes ces demandes. Et, et donc cette même personne qui portait un appareil depuis une dizaine d'années, pendant, mettons, 5-6 ans, je la voyais 2 fois par an. Et puis
pour cette raison, on s'est mis à l'avoir beaucoup plus souvent. Vous avez des enfants aussi. Les enfants, jusqu'à l'âge de 2 ans, il est difficile de leur faire un audiogramme. On utilise des mesures objectives. Et puis, vers 2 ans, on peut commencer à faire de l'audiométrie, pas comportementale, de l'audiométrie conditionnée. Et le temps de concentration, le temps de travail de l'enfant va être de quelques minutes, 5-10 minutes avec des jeux. Et parfois, ça prend, mais on n'a pas le temps de faire tous nos seuils. Et donc, il est possible qu'on suive l'enfant jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, de manière régulière, mais peut-être tous les 3-4 mois. Et puis que d'un seul coup, vers 2 ans, 2 ans et demi, on le voit tous les 15 jours. Parce que c'est le moment où on va pouvoir travailler. Puis après, à nouveau, on ne le verra plus pendant 3-4 ans, que 2 fois par an, hein, ou 3 fois par an. Voilà, donc c'est variable, ce besoin, on peut pas le limiter à quelque chose comme tous les 6 mois un rendez-vous. Ça, c'est la base, mais en réalité, c'est très variable en fonction de chaque personne. Et vouloir séparer cette prestation, ça veut dire que ceux qui ont besoin à un moment dans leur suivi d'appareillage, pour diverses raisons que je viens d'évoquer, paieraient à ce moment-là plus cher et seraient tentés de ne pas venir, en fait. Donc, on considère qu'il y a un forfait, une mutualisation de l'ensemble des patients et une mutualisation dans le temps aussi pour le même patient. Très bien. Très bien, merci pour les précisions. On va continuer avec vous, Monsieur Janssen, et après on donnera la parole à Yann Griset pour qu'il nous donne le point de vue du côté des utilisateurs des appareils auditifs. Moi, j'aurais une question sur le choix des appareils. Est-ce qu'on peut choisir ces appareils? Est-ce qu'on peut choisir la marque? Est-ce que vous pourriez nous parler des différents types d'appareils, les contours, les intras? Comment on peut choisir entre plusieurs modèles? Alors là, il faudrait 1 heure rien que sur ce sujet. Euh, alors, choisir l'appareil, c'est un choix qui est conjoint. En fait, la loi nous impose, la loi a été un peu calquée en 67, sur le travail des médecins avec les pharmaciens et des kinés, c'est-à-dire que une fois le diagnostic posé, c'est le professionnel qui choisit le médicament quand il s'agit de médicaments, qui choisit les exercices pour un kiné que vous allez devoir faire. Et donc, la loi a dit, bah, c'est l'audioprothésiste qui choisit l'aide auditive parce que en 1967, à chaque surdité correspondait une aide auditive un petit peu mieux adaptée. Et les personnes n'étaient pas capables de choisir elles-mêmes une aide auditive. Et donc, on a inclus la responsabilité de l'audioprothésiste dans ce choix. Si le choix est mauvais, vous pouvez vous retourner contre l'audioprothésiste et demander à changer. Enfin bon, on va pas judiciariser l'ensemble des problèmes, mais il y a quand même une vraie responsabilité. Donc, l'audioprothésiste doit choisir un appareil qui correspond à votre surdité, à votre audiogramme, mais qui également va pouvoir être utilisé dans le temps. Il ne faut pas que cette aide auditive, dans 6 mois, ne soit plus adaptée parce que l'audition aura évolué ou parce que les conditions d'utilisation auront évolué. Donc, c'est bien la responsabilité de l'audio. Mais, il y a quand même un mais, les technologies ont évolué et depuis les années 2000, donc une vingtaine d'années, les fabricants proposent non pas des gammes d'appareils en fonction des types de surdité, mais des gammes d'appareils en fonction des performances de chaque aide auditive, puisque l'arrivée du numérique a permis que le même appareil puisse corriger à peu près toutes les pertes auditives. Donc, aujourd'hui, avec une aide auditive, en termes d'amplification, sauf pour des surdités au-delà de la surdité sévère, disons, enfin à partir des surdités sévères, mais pour toutes les surdités inférieures, quasiment tous les appareils conviennent, que ce soit des intras, des petits contours avec un fil ou des contours classiques. Donc le choix aujourd'hui, il va porter plutôt sur les conditions d'utilisation. Est-ce que vous avez beaucoup de cérumen? Et dans ce cas-là, un intra va être facilement bouché, difficile à nettoyer. Est-ce que vous avez des tremblements ou une mauvaise vue? Et dans ce cas-là, un intra ou un petit contour avec une petite pile sera difficile à utiliser. Vous aurez du mal à changer, remplacer la pile. Et soit il faut une pile plus grande, soit un rechargeable. Est-ce que vous êtes souvent en milieu bruyant, complexe, avec des conversations croisées? Dans ce cas-là, un appareil qui a des algorithmes qui vont mieux traiter le son sera plus utile. En revanche, si vous avez une vie plus calme, plutôt des rendez-vous en tête-à-tête, des discussions à 2-3 personnes chez vous, un appareil dont les algorithmes sont moins performants peut suffire. Et le budget va entrer en jeu. Est-ce que vous allez devoir régler vous-même l'aide auditive?
parce que votre audition fluctue, parce que vous avez du mal à vous habituer? Est-ce que vous souhaitez pouvoir mettre plus fort, moins fort, changer un petit peu les algorithmes en fonction des situations? Donc, il vous faut un appareil qui a soit un bouton, soit une télécommande, ce qui n'est pas le cas en intra. Donc ça, c'est vraiment une discussion à avoir avec l'audioprothésiste sur l'ensemble des fonctions. Sur l'amplification, aujourd'hui, on est à peu près tous les appareils correspondent à toutes les pertes. Après, les performances dans le bruit vont être un petit peu différentes. On va faciliter l'utilisation et la compréhension des appareils plus performants. Mais ça va être surtout sur l'usage, l'ergonomie, et puis également sur l'esthétique. Parce que là, les personnes ont leur mot à dire. On ne va pas imposer à quelqu'un qui a les cheveux très courts un appareil hyper visible, même si, comme on l'a vu dans les témoignages, ça a plutôt tendance à faciliter en réalité, mais on ne peut pas l'imposer. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à ça. Voilà, donc sur le choix des modèles, discussion et responsabilité quand même de l'audioprothésiste. On est amené à refuser régulièrement des intra-auriculaires à des personnes qui ne jurent que par cela. Moi, je suis obligé de refuser parce que si je mets un intra à une personne qui a beaucoup de cérumen ou qui a une surdité sévère, je prends le risque dans 6 mois ou dans un an d'avoir une plainte. Donc, je préfère refuser. Si un confrère accepte de le mettre, c'est sa responsabilité, c'est son problème. On a quand même un devoir de, de conseiller, un devoir de conseil par rapport à l'usage et à l'évolution dans le temps. Si on a une surdité fluctuante et qu'on n'a pas prévu un réglage de volume, on est en faute. Voilà, donc ça, c'est de la discussion, c'est de la compréhension, c'est de la pédagogie pour que la personne et le professionnel aboutissent ensemble à ce choix qui est conjoint. Hein. On va parler peut-être de consentement éclairé, finalement, sur le choix de l'aide auditive. Après, vous me parliez des marques. Euh, alors là, c'est plus compliqué parce que, enfin, c'est plus compliqué, plus simple. Toutes les marques aujourd'hui peuvent répondre à peu près à toutes les surdités. Comme vous le savez, dans les surdité profondes, on a un petit peu moins de choix. Et là, peut-être les conseils et l'habitude de l'audioprothésiste de travailler avec une marque font qu'il sera plus à l'aise dans les réglages, qui sont aussi un peu plus compliqués. Mais dans l'immense majorité des surdités, toutes les marques peuvent convenir, peuvent s'adapter. Simplement, l'audioprothésiste a l'habitude de travailler avec 3 marques, 4 marques, avec lesquelles il est à l'aise parce qu'il va maîtriser le logiciel, maîtriser comment dire, les algorithmes, le logiciel de programmation, les algorithmes. Il va connaître un petit peu les défauts. Et donc, un audioprothésiste, en général, va vous proposer un choix entre 2, 3 marques. Si c'est un contour, ça peut être une marque. Si c'est un intra, une autre. Parce que la marque qu'il aime bien en contour n'est enfin, il estime qu'elle ne sera pas très bonne pour les intras, et réciproquement. Voilà, mais là, il faut un petit peu faire confiance à l'audioprothésiste. Si vous me demandez de travailler avec une marque avec laquelle je n'ai jamais travaillé, je vais y arriver, mais je vais mettre beaucoup plus de temps. Et en cas de difficulté, je ne saurais pas si ça vient du produit, de moi ou de la personne qui a une exigence plus difficile. Donc, plutôt, là aussi, faire un peu confiance à l'audioprothésiste. Parce que si vous choisissez une marque qui est très bonne, qui fait beaucoup de publicité et qui a soi-disant les meilleurs algorithmes, mais que l'audioprothésiste ne sait pas la régler, ça sera beaucoup moins bon. Ça ne servira à rien. De la même façon, un appareil de classe 1 bien réglé peut donner de meilleurs résultats qu'un appareil de classe 2 qui va être réglé en vitesse, simplement en cliquant sur la souris et en laissant le réglage automatique. Donc la question de la marque, c'est plus une question de confiance avec l'audioprothésiste. Il faut quand même que l'audioprothésiste puisse proposer plusieurs marques. Là, on est plus dans le cadre des renouvellements, puisque le sujet, c'était les primo-appareillages. En primo-appareillage, il faut faire confiance aux professionnels. En renouvellement, il nous arrive d'avoir une aide auditive qui est une marque donnée, utilisée depuis des années. Par sécurité, par facilité, on va proposer la même marque et parfois, ça passe pas. Et donc, parfois, on va changer de marque. Ça peut être l'inverse. On peut avoir une marque qui vient de sortir un appareil qui nous paraît très performant, intéressant dans l'ergonomie, etc. Ou plus petit, plus discret, parce que c'est une demande aussi. On se dit, bah tiens, vous aviez la marque A, je vous propose l'appareil B qui me paraît bien, là, qui m'intéresse. Et puis on a 30 jours d'essai. Pendant les 30 jours, ça ne va pas. Et à ce moment-là, on va revenir à la marque A parce que la sonorité est une sonorité qui est un petit peu plus connue de la personne. Alors, c'est pas toujours vrai parce que c'est pas parce que vous avez la marque A depuis 20 ans que forcément la sonorité sera encore la même dans le nouveau modèle. Mais souvent, il y a une continuité un petit peu du son.
Voilà ce que je peux dire pour les marques. Je ne rentre pas dans le détail des critères de choix intra, contour, écouteurs Hmm. déportés pour l'instant, mais on pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez. Oui, on laissera les questions s'il y en a sur ces différents thèmes-là. Maintenant, je vais laisser la parole à Yann Griset. Donc, Yann, je vais te laisser te présenter et j'aimerais que tu reviennes un peu sur, en tant qu'utilisateur, le choix de l'audioprothésiste, le choix des appareillages et surtout que tu nous parles du 100% santé. Merci Yann, je te laisse la parole. Merci Laurent. Vous m'entendez correctement? Parfait. Bonjour à tous. Donc moi je suis Yann Griset, je suis le président du Bucodes Surdit-France. Bon, Bucodes c'est l'ancien nom, Surdit-France c'est le nouveau. C'est la fédération des personnes devenues sourdes et malentendantes qui regroupe aujourd'hui 40 structures sur l'ensemble du territoire français qui chacune va accompagner, guider les personnes bien souvent dans la découverte d'un nouvel environnement qui est celui de la malentendance. Alors, forcément, la question de l'appareillage est la question centrale de ces personnes. Comment m'appareiller, chez qui aller? Brice Jensen a déjà répondu à pas mal de questions. Moi, j'aimerais revenir sur la partie comment choisir son audioprothésiste. Il y a quand même quelques critères un peu plus subjectifs, je dirais, à prendre en compte. Euh, Parce que l'audioprothésiste, bien évidemment, en fonction de son audition et de ses besoins, c'est quelqu'un qu'on va voir relativement régulièrement comme professionnel de santé, contrairement à l'ORL, par exemple, qu'on va voir peut-être moins souvent. Et donc, il faut réfléchir à des paramètres de proximité, de facilité d'accès. Voilà, j'habite en ville, est-ce qu'il est à côté de ma station de bus ou de ma ligne de métro? J'habite plus éloigné à la campagne, combien de trajets je vais devoir faire pour aller voir mon audioprothésiste? Et il y a une autre question aussi, c'est on va aller voir quelqu'un, euh, bien souvent, on va aussi lui remonter ses difficultés du quotidien. J'entends moins bien, j'ai moins bien entendu au mariage de ma tante la semaine dernière. J'ai des difficultés quand je suis en repas, quand je fais de la cuisine. Euh, Toutes les situations du quotidien qui vont poser problème en définitive. Et ce qu'on aime à dire chez Surdifrance, c'est que quelque part, l'audioprothésiste, c'est le psy de l'oreille. C'est-à-dire, on va pouvoir lui confier toutes nos difficultés, toutes les situations dans lesquelles on va se retrouver bloqué, ou on va se retrouver dans une incompréhension, on ne va pas pouvoir écouter correctement. Et donc, à ces moments-là, on va parfois toucher à l'intime. Et donc, il va falloir qu'on ait vraiment un bon contact, un bon feeling pour pouvoir échanger avec quelqu'un qui, au final, est un total inconnu, qui est un professionnel de santé. Et donc, des fois, on va se décharger et des fois aussi, ça va cacher d'autres choses, d'autres difficultés. Et là aussi est le rôle de l'audioprothésiste, selon nous, la capacité aussi à pouvoir conseiller d'aller voir d'autres professionnels, des orthophonistes, des psychologues. Voilà, et c'est cette relation de confiance-là, avec aussi toute la connaissance de l'audioprothésiste, qui fait qu'on va choisir tel ou tel audioprothésiste. Alors, en fonction, bien évidemment, de la densité de population, on va avoir plus ou moins d'audioprothésistes, mais bien souvent, on aura quand même un peu le choix. Et ce travail, il faudra l'effectuer quand on va prendre son premier appareillage, son primo-appareillage. Bien évidemment, il faut écouter aussi ce que vont pouvoir vous dire les personnes de l'entourage, les associations, parce que là aussi, il y a des conseils, il y a des choses sur lesquelles on ne pense pas tout de suite. Là, on est en train de faire un webinaire qui dure 1 heure et demie. On va l'écouter, mais peut-être que dans 2, 3 semaines, on n'y pensera plus. Et quand on en aura besoin, on aura besoin de revoir l'audioprothésiste, enfin, de choisir son audioprothésiste surtout, on aura oublié la moitié des conseils. Voilà. Pareil pour le choix des appareils.
Alors, comme le disait Brice, nous, on n'a pas conseillé d'appareil en disant cela, c'est la meilleure, la marque B, c'est pas bien. Non. Il y a quand même des habitudes de sonorité et, on va dire, d'algorithme, maintenant qu'on est dans le numérique, qui font qu'on va avoir des habitudes d'écoute et une manière de percevoir le son qui va passer par ce filtre numérique. Euh, mais il ne faut pas hésiter à tester d'autres marques, surtout quand on change d'appareil, mais tester différentes marques parce que en fonction de ses besoins, en fonction de la manière de traiter le son, ça va plutôt correspondre à une personne qu'à une autre. Donc ne pas hésiter aussi à partager au maximum avec l'audioprothésiste pour lui donner l'ensemble des éléments. Si on ne parle pas à l'audioprothésiste, il va faire un choix un petit peu par défaut, il va lever le doigt en disant, bon, bah, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un à la retraite, c'est quelqu'un qui est plutôt chez elle, quelqu'un qui sort. Il va essayer de deviner, mais si elle vous connaît, bien évidemment, elle pourra vous conseiller les meilleures solutions dans votre cas. Voilà. Alors, on se pose toutes ces questions aujourd'hui tout simplement parce que il y a quelques années, en 2018, on a eu Emmanuel Macron lors de la non, la 42e, pardon, euh, du 42e congrès de la mutualité française, où il a annoncé l'arrivée du 100% santé, audition, vision et dentaire. Et il a annoncé aussi le calendrier de la réforme avec une mise en place progressive. Je ne vais pas vous parler de toutes les étapes, ce n'est pas utile aujourd'hui, mais où on arrive aujourd'hui à un remboursement des prothèses auditives de classe 1 qui est réglementé avec un panier de soins qui est à 950 euros, dont 400 euros est pris en charge par la sécurité sociale et le reste est pris en charge soit par la mutuelle, soit par la complémentaire santé solidaire, hein, pour les personnes qui en sont bénéficiaires. Et à côté de ça, on va avoir aussi, bien évidemment, les appareils de classe 2, des appareils à prix libre, euh, où on va avoir des appareils qui seront remboursés différemment, surtout en fonction des mutuelles. Alors, un appareil de classe 1, c'est quoi? C'est au final n'importe quel type d'appareil. Un contour, un micro-contour, donc les petits appareils qui se logent dans l'oreille autour de l'oreille avec le haut-parleur dans l'oreille, les intras, et ils vont avoir un certain nombre d'options qui sont vraiment dans la caractéristique. Donc, lors de la création du 100% santé, on a défini deux listes d'options, et on a dit, bah voilà, la liste A qui contient 8 caractéristiques, la liste B, il y a 4 caractéristiques, euh, et la classe 1, il y a au moins 3 des options dedans. La classe 2, il y en a 6 de la liste A. Voilà, bon, c'est un peu compliqué, hein, comme ça, mais se dire qu'au final, on va avoir des appareils de qualité avec un certain nombre d'options qui correspondent à de vrais besoins pour les personnes et qui vont permettre d'être remboursés à 100%, quelle que soit la situation de la personne, sans avoir besoin de se faire financer par des tiers. Alors, je pense au MDPH, je pense parfois aux complémentaires ou aux aides financières que peuvent donner certaines entreprises ou institutions privées, publiques, pardon. Euh, voilà, c'est quand même un premier accès et bien souvent pour des personnes, il est quand même important de tester la classe 1 où on va trouver peut-être le niveau d'écoute qui nous correspond. Voilà. En n'oubliant pas, bien évidemment, que c'est des appareils gratuits, comme le médecin est gratuit, entre guillemets. C'est juste qu'on est remboursé, hein, on paye sa mutuelle, la sécurité sociale, on la paye aussi, pour rappel, mais ces appareils aussi, on les achète pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va bénéficier d'une période d'essai une fois qu'on aura
fait tous les examens avec son audioprothésiste et son ORL pour dire, bah voilà, on va vous proposer un appareil de classe 1, un appareil de classe 2 dans le devis, avec les deux l'un au-dessus de l'autre. Et là, ça sera à vous de choisir ce que vous préférez. Voilà, en sachant que vous aurez une période de 30 jours avant achat d'essai pour dire, bah ça va me correspondre ou ça me correspondra pas. Voilà, c'est extrêmement important de savoir que le 100% santé, c'est bien évidemment des appareils gratuits, mais ça a été aussi un changement de rythme, un changement de droit pour les personnes, pour vraiment se donner une idée de ce qu'est le bon appareillage auditif aujourd'hui pour soi. Est-ce Voilà. que je peux intervenir, Yann? Ouais, vas-y. Donc, Brice Joncel à nouveau. Je voudrais juste préciser que la classe 1, pour schématiser pour le grand public, ça correspond aux appareils haut de gamme il y a quelques années. Et donc, quand on mettait un appareil haut de gamme, avec tout ce que la technologie pouvait faire il y a 10 ou 15 ans, on n'avait pas l'impression de faire du mauvais travail. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais eu d'aide auditive, qui met un appareil de classe 1, va déjà avoir un très bon résultat. Voilà. Il faut vraiment dire que ce sont des bons appareils. Et pour faire un peu une analogie grand public, si vous choisissez un iPhone 8, par exemple, et que vous n'avez jamais eu de téléphone jusque-là, c'est un très gros changement et c'est déjà formidable. Et vous n'êtes pas obligé de prendre l'iPhone 14 qui vient de sortir, ou 15, je ne sais pas où on en est. Voilà. Alors, c'est plus en renouvellement que va se poser la question. Si la personne est très à l'aise avec un appareil haut de gamme d'il y a 10 ans ou avec l'appareil récent mais de classe 1, elle peut tout à fait rester en classe 1. En revanche, si la même personne éprouve des difficultés, ça vaut le coup de faire l'essai d'un classe 2 à ce moment-là. En revanche, en premier appareillage, entre un classe 1 et un classe 2, c'est pas facile de faire la comparaison parce que dans les deux cas, il y a un temps d'accoutumance, un temps d'habituation, parfois des réglages progressifs qui vont être faits par l'audioprothésiste. Et vouloir comparer pendant les 30 jours un appareil de classe 1 et un appareil de classe 2, souvent ça ne marche pas. Donc le choix lors du premier appareillage, c'est un peu un pari. C'est soit je considère que le classe 1 qui correspond à un très bon appareil il y a quelques années va me suffire, soit pour diverses raisons, parce que je vis dans le bruit ou parce que j'ai les moyens, je vais directement sur la classe 2. Voilà. Mais il faut vraiment penser que la classe 1, ce sont des bons appareils d'il y a quelques années, pour expliquer les choses. Très bien. Oui, merci, merci Brice, tu m'as piqué la suite, donc je vais arrêter là. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui étaient très importantes. On va laisser la parole maintenant à Marie-Elisa Delbès, chargée d'écoute et d'information à Surdie Info Service, qui va nous parler des aides financières qui peuvent exister après la prise en charge de l'assurance maladie et de la mutuelle, parce que sur notre plateforme d'écoute, on a beaucoup de questions qui tournent autour de ce sujet. Marie-Elisa, je te laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour à tous. Oui, alors effectivement, donc on parlait justement des classes 2. Donc moi, je vais vous présenter dans le cadre d'un choix de prothèse auditive de classe 2. L'image n'est pas terrible, là, j'ai l'impression. Les financements qu'il est possible de solliciter pour le reste à charge après remboursement donc, de l'assurance maladie et de la mutuelle de complémentaire santé. Donc, nous allons évoquer les aides. Donc, différentes aides existent et ça va dépendre de la situation de chaque personne. Et donc, nous allons évoquer les aides au financement possibles. Donc, premièrement, dans le cadre d'une PCH, prestation de compensation du handicap, donc je vous expliquerai. Dans le cadre d'une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et troisièmement, dans le cadre d'aides extra-légales ou encore fiscales. Il est donc possible de faire auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, une demande de PCH, prestation de compensation du handicap, via un formulaire que vous pourrez trouver sur notre site, ainsi que sur la plateforme Mon Parcours Handicap, le site du service public, la MDPH ou encore un service social de proximité. Alors, petite parenthèse, vous trouverez également sur notre site les différents formulaires liés à une demande de MDPH. Donc, il y a le formulaire de demande dont je viens de vous parler, mais il y a aussi le certificat médical à faire remplir par le médecin traitant
et le compte-rendu type pour un bilan auditif à faire remplir par l'ORL. Donc, à cette demande, il faudra ajouter un devis pour des prothèses auditives. Donc, il peut y avoir aussi des devis d'aide technique en plus. Il y a un justificatif de domicile de moins de 3 mois, un justificatif d'identité, un RIB. Bon, c'est fin de la parenthèse. Donc, pour préciser le cadre, le financement des prothèses auditives correspond à l'élément aide technique de la PCH. Concernant le formulaire de demande à la MDPH, le volet B et notamment la partie expression libre en page 8 sont très importants. Ils vont permettre à la personne d'exprimer ses attentes, les difficultés et les besoins, ses besoins. Cette prestation s'adresse d'une façon générale aux personnes de moins de 60 ans. Il est cependant possible de demander cette prestation au-delà de 60 ans. Donc, si la personne travaille et que sa situation répond aux critères d'attribution. Deuxièmement, si elle remplissait les conditions nécessaires pour la percevoir avant cet âge-là, de 60 ans, ou si elle percevait avant cet âge et qu'elle remplit encore les conditions pour y accéder. Alors, dans le cas où la personne de plus de 60 ans ne répond pas à ces différentes situations, et si elle est éligible à l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie, ou si elle bénéficie de l'APA, elle peut demander une aide au financement dans le cadre de cette allocation. Un service social de proximité peut être alors sollicité pour faire le point sur la situation. Nous allons maintenant aborder le financement des prothèses auditives dans le cadre d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Alors, si la personne est reconnue travailleur handicapé, donc ça signifie qu'elle correspond à différentes catégories qui permettent cette reconnaissance. Donc, il y a l'article L5212-13 du Code du travail qui répertorie les différentes catégories, dont la RQTH, qu'on connaît un peu, voilà, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce n'est pas la seule catégorie qui permet cette reconnaissance. Donc, si la personne est reconnue travailleur handicapé, qu'elle est en emploi ou dans un parcours vers l'emploi, elle peut solliciter une aide au financement auprès de l'AGFIP, Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc là, c'est si elle dépend du secteur privé. Du FIPHFP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc là, si elle dépend de la fonction publique. Ou encore de l'OETH, Association Objectif Emploi des travailleurs handicapés, si elle dépend du secteur sanitaire, social et médico-social associatif. Donc, l'aide accordée par ces fonds peut être au maximum de 1 700 € pour 2 prothèses auditives, donc 850 pour une prothèse. Donc, il est à noter que ces différents fonds, la GFIF, le FIPHFP ou le ETH, demandent à la personne de fournir la preuve qu'une demande de PCH, dont on a parlé avant, a été effectuée, même si celle-ci a été refusée. De façon plus générale, les aides financières de ces fonds interviennent la plupart du temps pour compléter les aides de droit commun, assurance maladie, mutuelle, complémentaire santé. Si la personne n'est pas reconnue comme travailleur handicapé et que sa surdité entraîne des répercussions sur son poste et son environnement de travail, dans ses échanges, sa compréhension, il est également possible de demander sur le même formulaire, donc de demande MDPH dont nous avons parlé au début, une RQTH. Dans le formulaire de demande auprès de la MDPH, ce sera là le volet D qu'il faudra remplir au mieux. Donc, pour préciser, une demande de financement auprès de la GFIF, du FIPHFP ou de l'OETH peut s'effectuer en même temps qu'une demande de RQTH et de PCH. Enfin, après remboursement de l'assurance maladie, de la mutuelle ou complémentaire santé, et après sollicitation de ces différentes aides, il est également possible de faire appel au fonds de compensation du handicap, géré par la MDPH, de solliciter des aides extralégales auprès de l'assurance maladie, de sa complémentaire santé, de faire aussi également une demande auprès de sa caisse de retraite, de prévoyance. Donc là, vous pourrez trouver des informations sur le portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches, qui se nomme pour les personnes âgées.gouv.fr. Il y a beaucoup d'infos à ce sujet-là.
Et il est également aussi possible pour les personnes qui travaillent de bénéficier d'une déduction fiscale dans le cadre d'une déclaration aux frais réels, lorsque le port de prothèse auditive est, donc, je cite, indispensable pour remédier à un grave handicap qui, non corrigé, interdirait à la personne qui en est atteinte l'exercice normal d'une activité professionnelle. Donc, vous trouverez notamment sur notre site un dossier sur le financement des prothèses auditives avec différents articles, sur le remboursement de l'assurance maladie, avec un schéma donc sous forme de logigramme qui présente ce remboursement, sur la prise en charge des complémentaires santé ou mutuelles, sur le remboursement des piles et accessoires par l'assurance maladie et sur les financements complémentaires que nous venons d'évoquer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la plateforme d'écoute et d'information. Et n'hésitez pas non plus à solliciter un service d'accompagnement social de proximité, votre médecin du travail, votre MDPH, le service social de votre caisse d'assurance maladie, qui pourront également vous aider dans ces démarches. Et puis enfin, c'est très important aussi d'échanger avec des personnes concernées via des associations de personnes sourdes ou malentendantes, ce qui vous permettra de bénéficier de retours d'expérience et de contacts. Voilà. Merci Marie-Elisa. Alors c'est vrai que c'était très technique, hein. C'est aussi la Oui. raison pour laquelle il y a des personnes qui sont un petit peu perdues et qui nous sollicitent pour avoir plus d'éclairage sur ces thèmes-là. Donc comme vous l'a dit Marie-Elisa, hein, n'hésitez pas à nous contacter sur notre permanence. Nous vous expliciterons plus les démarches à réaliser. Je propose maintenant à Yann d'intervenir sur la présentation des résultats des enquêtes réalisées en 2022 et 2023 sur le 100% santé, en lien avec les appareils de classe 1 et de classe 2. Et on a pris un peu de retard, Yann, donc si tu peux faire un peu condensé pour laisser la place après aux questions. Voilà, 5-6 minutes, ce serait parfait si tu pouvais faire ça en 5-6 minutes. Je te remercie. Je te promets rien, mais je vais essayer. Alors, oui, bien évidemment, nous, en tant qu'association de patients, on évalue de manière annuelle le 100% santé pour se dire, est-ce qu'on a bien atteint l'objectif? D'ailleurs, on l'a vu dans la presse récemment, on a été accueillis par quelques députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir discuter notamment de ce sujet. Et il faut quand même qu'on n'arrive pas les mains dans les poches et qu'on ait travaillé un petit peu. Donc, on a travaillé avec une de nos associations membres, l'ARDDS, et on a fait une grande enquête auprès des personnes qui étaient membres de nos associations, mais aussi des personnes qui suivaient nos associations de près, pour connaître un petit peu le ressenti vis-à-vis d'un appareil de classe 1, d'un appareil de classe 2, pourquoi avoir fait ce choix, quel a été le message de l'audioprothésiste. Et la première question qu'on a posée, c'est au final, quelle note donneriez-vous à tel ou tel item, mais globalement à votre appareillage? Et globalement, les chiffres sont quasiment identiques entre les appareils de classe 1 et de classe 2, en sachant que les personnes ayant un appareillage de classe 1 ont été parfois un peu plus attentifs aux personnes qui avaient un appareillage de classe 2 sur certaines évaluations, comme la question de la discrétion, comme la question du confort d'écoute dans le bruit et autres. Et par contre, on a aussi posé la question, maintenant que vous êtes appareillé, quelles sont les situations dans lesquelles vous êtes gêné avec vos nouveaux appareils auditifs? Donc, c'est des personnes qui ont été appareillées entre 2021 et 2022. Et globalement, sur les 8 situations proposées, on a quand même les personnes qui sont équipées d'appareils du panier 100% santé sont moins gênées que les personnes qui sont appareillées avec des appareils de classe 2. On a quand même 15% de différence entre les deux classes, qui est quand même significatif. Et si on regarde les surdités les plus importantes, c'est-à-dire les personnes qui vont être le plus gênées
dans le bruit, qui vont avoir besoin voilà, d'attention, on est même à 23% de différence. C'est pas anodin. Et on a dit, bah, pourquoi alors vous avez choisi l'appareil de classe 1 ou l'appareil de classe 2? Et la première raison, au final, euh, pourquoi avoir choisi un appareil de classe 2 plutôt qu'un appareil de classe 1, c'est tout simplement que les personnes pensent que les prothèses du 100% santé sont inférieures en qualité et en performance aux appareils de classe 2. Suit aussi des problèmes de compatibilité entre l'audition et les appareils de classe 1, donc d'après l'audioprothésiste, et aussi un besoin enfin, par rapport aux besoins aussi. Globalement, pour 33% des personnes, l'appareil de classe 1 ne correspond pas aux besoins de la personne. Voilà. Et on a même quand même 18% aujourd'hui de personnes dans notre panel à qui on n'a même pas proposé un appareil de classe 1. Voilà, donc c'est un certain nombre d'éléments sur lesquels on travaille, bien évidemment avec la sécurité sociale, avec le syndicat des audioprothésistes représenté aujourd'hui par Brice Jensem, euh, pour que aussi les choses avancent de manière à ce que chacun puisse retrouver ce qu'il souhaite dans les appareils de classe 1 ou dans les appareils de classe 2. Euh, Et ça va même plus loin, mais ça, c'est des choses qui ont été remontées. Alors, je synthétise parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais il y a des audioprothésistes qui ont dissuadé certaines personnes malentendantes d'acheter des appareils de classe 1. Voilà. Euh, et l'argument de moindre qualité, c'est un argument qui est quand même assez récurrent, sur lequel on a mis un accent pour être sûr, est-ce que c'est vraiment la moins bonne qualité? Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est un message qui est passé? Et, et là, du coup, on a montré que, en termes de qualité, ne serait-ce que technique, on a des appareils qui sont moins en panne sur notre panel, bien évidemment, que les appareils de classe 2. Et on est à peu près à 12% pour les appareils de classe 1 et 32% sur les appareils de classe 2. Voilà. Et après, on a eu des questions ouvertes. Là, je vous ai donné les grands résultats. Il y a d'autres choses, hein, c'est disponible sur notre site. Euh, il y a eu des questions ouvertes tout simplement parce qu'on ne peut pas tout couvrir. La question du niveau de surdité et de l'adéquation entre la classe 1 et une surdité sévère, voire profonde. La question des accessoires, parce qu'aujourd'hui, la compatibilité entre les accessoires et les prothèses auditives dépendent des marques, d'après l'enquête. Et il y a une question ouverte, qui reste encore ouverte, sur, on va dire, l'interopérabilité des différentes aides techniques avec l'ensemble des prothèses auditives. Des gens qui se sont plaints et qui sont revenus en arrière sur la question des appareils rechargeables, nous, qu'on n'avait pas ciblé dans notre questionnaire, ou des personnes qui se sont plaintes du fait qu'aujourd'hui, si on perd son chargeur, si on n'a pas avec soi, si on a un imprévu, aujourd'hui, on se retrouve en difficulté, quoi qu'il arrive, pour recharger son appareil, et donc on se retrouve encore plus malentendant et encore plus en difficulté que ça ne devrait l'être. Et il y a bien évidemment la question, et ça, c'est pas nous qui l'avons soulevé, alors que d'habitude, on aime bien soulever cette question, de la compatibilité avec la boucle magnétique. Voilà, il y a d'un côté les audioprothésistes qui n'ont pas évoqué la question de la boucle magnétique ou qui l'ont plutôt dénigré, alors que c'est la seule technologie aujourd'hui d'accessibilité universelle. Et à côté de ça, la possibilité d'avoir des appareils qui contiennent à la fois du rechargeable et la fameuse position T pour capter la boucle magnétique.
Donc voilà un petit peu les éléments qui sont ressortis de cette enquête. Euh, on va la refaire cette année, on va l'améliorer de manière à pouvoir comparer euh, ces chiffres et voir s'il y a une vraie évolution dans nos publics et les publics qui nous suivent pour pour aller parler aussi aux institutions nationales, au ministère, pour faire évoluer aussi le 100% santé. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de figé, mais il faut que ça soit évolutif dans le temps et que ça corresponde aussi aux technologies actuelles. Voilà. Je voudrais juste, pardon, Brice Janssen, pour les audioprothésistes, faire une toute petite remarque. Euh, la difficulté des sondages, c'est qu'on ne tient pas compte, ou on en tient compte, mais pas statistiquement, du prix. Donc il y a une sorte de biais de sélection. Quelqu'un qui choisit un appareil de classe 1 est généralement quelqu'un qui vit dans un environnement plus calme, plus facile et qui a moins d'exigences. Ayant moins d'exigences, moins de difficultés et n'ayant pas de reste à charge, il va être globalement satisfait de son aide auditive. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que les gens ont mis une bonne note et sont satisfaits, en particulier en France, parce qu'on a un suivi et une qualité d'appareillage avec des méthodes, des outils qui sont très performants comparés à certains de nos voisins, même européens. Bon. Quelqu'un qui choisit un appareil de classe 2, c'est quelqu'un qui présume que sa situation d'écoute va être difficile, c'est quelqu'un qui est réellement dans des situations plus difficiles et c'est quelqu'un qui va avoir un reste à charge. Et par définition, il s'attend à avoir beaucoup mieux. Et donc, on va créer de la déception chez des personnes qui ont dit, ben moi, j'ai pris ce qui avait de plus cher, et donc je m'attends à ce que ce soit parfait, contrairement à des personnes qui ont choisi une classe 1 et qui ne s'attendent pas à grand-chose, ils disent, bon, c'est gratuit, je m'attends à rien. Donc ça biaise un petit peu les notations. On a le même phénomène, pour donner un exemple, avec les notes des hôtels. Si vous prenez votre réservation en ligne sur les sites que tout le monde connaît, vous avez la même note pour un hôtel 2 étoiles et un hôtel 5 étoiles. Et c'est pas logique. Tout le monde sait bien que l'hôtel 5 étoiles que vous payez 5 fois plus cher, il a quand même des prestations meilleures. Simplement, quand vous payez 5 fois plus cher, vous vous attendez à encore mieux que quand ça ne vous coûte pas grand-chose. Voilà. Donc il faut se méfier un petit peu. Ceci dit, comme je l'ai précisé, les appareils de classe 1 sont de très bonne qualité, mais il y a quand même des différences, et donc ça va dépendre un petit peu des situations d'écoute et des personnes. Pour ce qui est des pannes, je suis un peu étonné par l'enquête quand même, parce que euh, chez la plupart des fabricants, l'appareil de classe 1 et l'appareil de classe 2 sont des appareils strictement identiques matériellement. Ça n'est que l'algorithme qui change. Hein, aujourd'hui, une aide auditive, c'est un dispositif numérique, informatique, et vous savez tous que quand on achète un logiciel ou une appli sur son téléphone, on a accès à différentes options. Voilà. On peut, pour moyennant une somme supplémentaire, débloquer telle ou telle option du logiciel ou de l'appli. Une aide auditive, c'est désormais la même chose. L'algorithme va être débloqué ou non selon le prix qu'on aura mis, mais en réalité, matériellement, le micro, l'écouteur, l'ampli, la coque plastique, ce sont exactement les mêmes composants. Donc, pour quelles raisons des appareils qui sont en classe 2 seraient plus fragiles qu'en classe 1, c'est peut-être les utilisateurs qui ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est assez mystérieux. Troisième remarque, et j'arrête là, il faut quand même expliquer au public que les appareils de classe 1 sont remboursés intégralement sur la base de 950 euros avec une participation généralement de 710 euros de la mutuelle, et qu'en revanche, en classe 2, les mutuelles n'ont aucune obligation. C'est-à-dire que la personne qui va faire le choix de prendre un appareil, non pas à 950, mais à 1250, 300 euros de plus, n'aura pas 300 euros de plus à sa charge, elle aura 300 euros de plus, et la différence que la mutuelle ne donne pas en classe 2. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça fausse le choix également. Hein, donc quand on compare un classe 2 à un classe 1, mais on ne compare pas que la différence de prix, mais aussi la différence de remboursement, ben, on fausse un petit peu les sondages. Voilà. Tout Très à bien. fait. Vas-y, Yann. Tout à fait, Brice, hein. Bien évidemment, il y a des attentes qui sont différentes. Et c'est là-dessus, enfin, c'est là-dessus, j'ai pas suffisamment insisté, je suis allé un peu rapidement, mais c'est là-dessus qu'on va insister à partir de cette année, c'est-à-dire qu'on va comparer les attentes aux résultats. Bien évidemment, tout en essayant de garder une trame pour pouvoir suivre au cours des années, mais les attentes initiales comparées aux résultats et aux choix. Bien évidemment, une personne qui vit dans un milieu calme, un appareil de classe 1 avec une surdité légère,
lui conviendra parfaitement, alors qu'une personne qui va être beaucoup plus exigeante vis-à-vis de son audition, peut-être avec un goût prononcé pour la musique et autres, va peut-être investir dans des appareils de classe 2 plus chers, avec un plus gros reste à charge. Et, et donc, bah, il va y avoir quelque chose, et bien évidemment, il ne faut pas oublier aussi qu'on est en France et on aime bien râler de temps en temps. Et bien évidemment, bah, les gens qui parlent le plus sont les gens qui ont des choses à dire, qui ont le plus de commentaires parfois très négatifs à faire. Voilà. Merci Yann pour ta mise au point. Euh, Petit complément également, on entend beaucoup dire que les appareils de classe 1 seraient insuffisants pour les personnes qui ont des surdités sévères et profondes. Et là, c'est un vrai débat également, euh, parce que voilà, selon les enquêtes, c'est pas forcément ce qui ressort. En revanche, dans la pratique, petite remarque pour les personnes concernées, dans la pratique, on est parfois obligé de choisir un appareil haut de gamme en classe 2, donc, pour pouvoir désactiver une partie des algorithmes. Parce que les appareils de classe 1 qui ont les mêmes composants sont un petit peu bridés, figés, et donc je n'ai pas accès à toutes les possibilités. Et parfois, le réducteur de bruit pour quelqu'un qui a une surdité profonde, qui a eu des appareils analogiques dans l'enfance et des appareils très puissants, le réducteur de bruit va le gêner et il va falloir que je puisse retirer le réducteur de bruit, pour parler simplement, hein, on ne va pas rentrer dans des détails techniques. Et donc, c'est seulement en allant sur un haut de gamme, c'est un peu paradoxal et contre-intuitif, c'est en allant sur un haut de gamme qu'on va pouvoir désactiver des fonctions pour donner à la personne qui a une surdité sévère et profonde une sonorité qui ressemble à ce qu'elle avait avant. Voilà. Mais sinon, la classe 1, effectivement, pourrait très bien fonctionner également pour tout le monde. Merci pour toutes ces précisions. Merci aux 3 intervenants. Je vous propose maintenant de passer aux questions. Il nous reste à peu près 15 minutes. Donc, on a quelques questions. Je vais commencer et puis après, Yann ou Brice, je vous laisserai prendre la parole. Première question sur les appareillages. Pourquoi mettre en avant les appareils invisibles? Alors, allez, je réponds. C'est une mauvaise idée. Il n'y a aucune raison de mettre en avant les appareils invisibles. Les audioprothésistes classiques et comment dire, historiques ne font pas ça. C'est venu avec la publicité. La publicité a besoin de choses nouvelles et donc il faut constamment trouver des nouveautés. Alors on va mettre en avant une fois l'invisibilité, une fois le Bluetooth, une fois le réducteur de bruit pour dire que c'est nouveau. Mais en réalité, l'invisibilité est un faux débat. Tous les appareils sont invisibles depuis 100 ans, parce que quand on regarde les publicités d'il y a 100 ans, ils étaient déjà invisibles, alors que c'était des gros boîtiers avec un fil. Bon. Euh, Au contraire, je pense qu'il faudrait banaliser un petit peu le fait, comme on l'a vu dans les témoignages, de porter un appareil. Il n'y a rien de honteux à utiliser une aide auditive et l'invisibilité n'a aucun intérêt. Les appareils, de toute façon, que ce soit des contours ou des intras, sont tous extrêmement discrets aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus, quoi. On peut pas les réduire plus pour des questions d'ergonomie. Et d'un point de vue psycho-socio-culturel, ça n'a pas tellement d'intérêt non plus. Donc ça, ce sont en fait des publicitaires qui font des mauvais choix. Très bien, merci. J'ai plusieurs questions sur les assurances, assurance des appareils. Alors à la fois au niveau des enfants, hein, plus particulièrement pour les enfants, Alors, quel type d'assurance? je réponds rapidement parce que le temps est compté. Euh, la plupart des audioprothésistes incluent une assurance en cas de perte, de vol et de casse, puisque on ne peut pas renouveler son aide auditive avant 4 ans, et donc si elle est perdue, ça n'est pas l'assurance maladie qui est censée payer les frais de la perte, ou passer complètement. Donc, ce sont les assurances. En classe 2, la majorité des audioprothésistes incluent l'assurance dans le tarif, et les enfants, généralement, ont des appareils de classe 2. En classe 1, c'est une option qui est disponible chez beaucoup d'audioprothésistes, qui ne coûte pas très très cher, hein. Ça va être une centaine d'euros peut-être par aide auditive pour 4 ans. Simplement, il y a des franchises, il y a des clauses, et donc là, il faut comparer avec également d'autres assureurs qui peuvent être proposés par les associations de patients, de malentendants, enfin vos associations qui ont des contrats type. Très bien. Yann, tu veux préciser par rapport à ce que vous pouvez proposer comme contrat que vous négociez peut-être en plus grande quantité avec des prix plus intéressants?
Oui, chez nous, on a un contrat qui permet d'assurer les prothèses sans vesticité, en fait, sur les 4 premières années, ce qui est quand même significatif. Et la question de l'assurance, elle est quand même importante parce que on a une garantie qui est la même garantie, une garantie constructeur sur une voiture ou un appareil électroménager, mais on n'a vraiment pas cette assurance si on perd, si on casse son appareil. Et ça, les gens le savent très peu parce que pour eux, garantie, assurance, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment être vigilant. Il faut regarder aussi ce que proposent les audioprothésistes. Certains audioprothésistes proposent des assurances qui peuvent être intéressantes aussi, mais nos associations proposent aussi une assurance qui va bien. Très bien. Et moi, j'avais une autre question. En cas de perte, si on perd ces appareils, est-ce que l'assurance fonctionne, ne fonctionne pas? Comment? Alors, je peux parler pour les assurances des enseignes les plus connues parce que les enseignes sont nationales et donc ont des assurances qui sont négociées au niveau national avec des grandes quantités. Habituellement, en cas de perte, il suffit simplement de déclarer j'ai perdu la auditive et elle est remplacée à l'identique. Si c'est un modèle qui a 4 ans et qui n'est plus au catalogue, ça sera le modèle équivalent actuel qui sera proposé. Alors ça peut poser un problème quand on perd une seule auditive. Recording stopped. Ah, il y a eu un message. Ça peut poser un problème lorsque on a une aide auditive perdue et pas l'autre, puisqu'elles ne seront plus synchronisées. Mais voilà, elles sont remplacées à l'identique avec une franchise pour éviter que les gens déclarent une perte la 4e année et repartent sur un modèle neuf et gratuit. Donc il y a une franchise qui est progressive. On laisse un reste à charge sur ce remplacement personne. Très bien. Et les anciens appareils auditifs qu'on n'utilise plus, qu'est-ce qu'on peut en faire? Yann, peut-être? Oui, alors, pardon, je ne me voyais pas. Les anciennes prothèses auditives peuvent être récupérées. Il y a notamment le réseau Audition Solidarité qui récupère les aides auditives pour les réparer. Alors, deux solutions, soit sont envoyées dans certains pays, je crois qu'ils agissent au niveau de l'Afrique et de l'Asie, dans des pays où il n'y a pas le 100% santé, simplement, où l'accès à la prothèse auditive est beaucoup plus compliqué. Et à côté de ça, ils ont aussi toute une action pour les personnes qui ne peuvent pas être bénéficiaires du 100% santé. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 23% des 7 millions de personnes qui sont éligibles à complémentaire santé solidaire, donc des personnes en grande difficulté, qui ne sont pas couvertes par la complémentaire santé solidaire et donc qui ne peuvent pas s'appareiller en prothèse auditive. Voilà. Et à côté de ça, d'ailleurs aussi pour les personnes qui ne sont pas couvertes, il y a Mission Audition, pardon, Mission Audition qui accompagne les personnes en difficulté pour leur permettre de s'appareiller. Voilà. Très bien, merci Yann. J'ai une autre question sur un peu plus technique. Qu'en est-il des programmes T et MT permettant de bénéficier des installations de boucles d'induction magnétique installées dans certains nombres de lieux publics? Qui veut en parler? Eh bien, Euh, ouais, je peux, comme vous voulez. L'audioprothésiste a une obligation d'en faire la démonstration qui dans la pratique n'est pas toujours très facile, mais au moins de le proposer. Ça fait partie de la page 2, en haut de la page 2 du devis normalisé, devis normalisé qui est obligatoire et vous ne devez pas, pour le public, vous contenter d'un devis sur un bout de papier ou d'un devis avec des logos partout. Le devis il a une forme très spécifique. Et donc, on a l'obligation de proposer la boucle, la bobine, pardon, qui permet de recevoir la boucle des lieux publics. Alors, la difficulté, c'est que de nombreux lieux publics sont peu ou mal équipés. Et l'autre difficulté, c'est que dans les aides auditives, ça dépend de la taille de l'aide auditive. Et donc là, il faut concilier l'acceptation de la taille d'un appareil un peu plus grand pour pouvoir bénéficier de la bobine. Et dans la pratique, beaucoup de gens ne souhaitent pas, enfin, ça dépend de la surdité évidemment, mais beaucoup de gens souhaitent un appareil plus petit et ne pas avoir nécessairement la bobine. Voilà. Alors on le propose. Il y a eu un moment avec certains appareils rechargeables aussi une incompatibilité, puisque la bobine risquait de capter
l'énergie du chargeur. Et donc, on ne pouvait pas avoir à la fois un rechargeable et une bobine. Alors, ça va dépendre un peu des modèles. Mais c'est une proposition. Probablement la technologie Auracast, qui est un Bluetooth qui fonctionne comme du Wi-Fi, où on se connecte très facilement avec ou sans mot de passe. Cette technologie Auracast qui commence à équiper les aides auditives, les téléphones, les tablettes et les lieux publics, va remplacer la bobine à terme. Parce qu'il faut quand même savoir que techniquement, si vous voulez mettre deux bobines dans deux salles proches dans un musée ou des salles de classe, vous risquez des interférences, ce qui ne sera pas le cas avec la technologie Auracast. Très bien, merci. Yann, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je vais rajouter quelque chose. Il y a bien évidemment la taille des prothèses, hein. On ne peut pas mettre autant de choses dans un intra que dans un contour d'oreille. Mais l'obligation d'accessibilité n'a pas vraiment été suivie en France, hein. C'est toujours une difficulté pour des gens qui sont totalement invisibles de, de réclamer de l'accessibilité alors que il y a des personnes malvoyantes avec la canne blanche, la personne en fauteuil avec son fauteuil qui sont beaucoup plus visibles et auxquels on pense beaucoup plus dans son quotidien. Tandis que malentendre, malheureusement, surtout pour des seniors, c'est normal, entre guillemets, alors que c'est pas normal de pas comprendre et de pas avoir accès à l'information. Et pour revenir sur la question de Auracast, Auracast, oui, c'est une grande avancée parce que ça va permettre de faire évoluer la question de l'accessibilité. Mais le problème d'Auracast, c'est que dans le déploiement, on est sur un déploiement de 5, 10 à 15 ans selon les études. Euh, le problème, c'est que c'est aujourd'hui qu'on veut utiliser l'accessibilité et de toute manière, Yann, je les pense que ça va aller plus vite que ça, pardon, mais les équipements publics qui se sont mis en accessibilité avec la boucle magnétique ne vont pas changer leur investissement matériel du jour au lendemain. On a déjà mis 30 ans à avoir des boucles magnétiques dans certains lieux. Je sais qu'il y a des associatifs dans les participants qui pourront le confirmer. On a mis 30 ans pour avoir une boucle magnétique. Il va falloir refaire le travail en disant bah, que vous avez acheté l'an dernier, vous pouvez le mettre à la poubelle et remplacer par un Auracast. Ça, le message aujourd'hui, il ne va pas être entendable par un certain nombre d'institutions. Alors que un, la un promesse simple d'Auracast émetteur, est intéressante. un simple émetteur Auracast, ça va coûter pour une petite surface, hein, pour un pupitre, par exemple, sous une œuvre d'art, sous une sculpture, vous voulez mettre une explication avec Auracast, ça coûte 50 euros pour diffuser le signal. Un émetteur Auracast sur une télé, c'est pareil, c'est 50 euros, ça se branche, terminé. Même chez vous, à titre perso, une boucle, il va falloir l'installer dans toute la pièce. Donc faire le tour de la pièce, par les plaintes, par les plafonds, parce qu'il y a des portes, ou faire un trou dans la dalle pour le passer à la cave. C'est quand même très compliqué d'utiliser la boucle magnétique. Enfin, c'est très compliqué, c'est difficile à mettre en œuvre pour des particuliers et pour des petites structures, alors qu'Auracast, pour 50 euros, vous avez un émetteur. Vous avez une sortie son, vous le branchez dessus. Voilà. Donc je pense que ça va aller beaucoup plus vite que 10 ans, comme le dit Yann. En tout cas, je l'espère. Voilà. Après, si les personnes souhaitent des bobines, il existe des aides auditives avec des bobines, c'est pas un problème. On peut proposer les deux. Et je pense qu'on pourra même proposer Auracast et bobine dans certaines aides auditives. Alors Yann, hein, je vais juste reprendre Laurent une demi-seconde. Moi, je veux pas que Auracast remplace la bobine, je veux que les deux vivent l'un avec l'autre. Voilà, pour cette histoire d'investissement et du fait que ça ira peut-être un peu plus vite. Je te propose qu'on se retrouve dans 5 ou 10 ans et qu'on en reparle. Très bien. Une dernière question, c'est quelle solution pour appareiller des personnes qui ont des difficultés à se rendre chez l'audioprothésiste, comme par exemple les personnes qui vivent en EHPAD? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus, messieurs? Alors, c'est un sujet à part entière qui est l'objet de nombreuses discussions actuellement, euh, et notamment avec les associations aussi, avec les pouvoirs publics. La loi a été faite pour protéger les personnes les plus vulnérables d'abus en tout genre. Et quand la loi a été faite, c'est parce que justement les personnes se trouvaient sans suivi. Aujourd'hui, on a vu avec le 100% santé qui permet un remboursement intégral que d'un seul coup, de nombreuses sociétés, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a une qui est médiatisée, mais il en existe 5 ou 6,
une qui a une qui a été condamnée d'ailleurs à Bordeaux, 3, 4 qui sont très discrètes mais qui sont présentes, une qui a fait une démarche devant le Conseil d'État. Bref, toutes ces sociétés ne sont pas venues dans les EHPAD pour rendre service, elles sont venues parce qu'il y avait de l'argent à prendre et avec des niveaux de qualité assez divers. Donc aujourd'hui, la loi protège les personnes. Donc la solution, une des solutions qui est envisagée, c'est d'obtenir des bons de transport. Parce que vous avez quand même de nombreuses personnes en EHPAD qui sont tout à fait transportables, qui d'ailleurs vont aller chez le dentiste ou chez l'ORL avec un bon de transport. Donc pourquoi ne pourrait-elle pas venir chez un audioprothésiste avec un bon de transport? Première possibilité. Deuxième possibilité, de laisser le libre choix aux personnes de leurs professionnels de santé en créant une pièce dans les EHPAD dans lesquelles les audioprothésistes se rendront. Donc là, on en discute avec les ministères et l'assurance maladie pour créer cette solution, mais que la personne puisse également retourner chez l'audioprothésiste le jour où elle le souhaite, donc avec des audioprothésistes qui sont à proximité. Il faut que les 5 ou 10 audioprothésistes autour de l'EHPAD puissent entrer dans l'EHPAD à tour de rôle, selon le jour de la semaine, selon leur envie. On ne va pas les obliger non plus. Mais pour que la personne qui est suivie par un audioprothésiste puisse, le jour où elle a envie de se déplacer, où elle a la possibilité, aller chez l'audioprothésiste dans son centre auditif. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des sociétés itinérantes. On n'a pas de référent, on n'a pas d'adresse, on ne sait pas où retourner s'il y a un problème. Ces sociétés, elles vont juste chercher de l'argent en faisant signer des papiers en abus de faiblesse à des personnes âgées et vulnérables et se font rembourser par la Sécu et disparaissent ensuite. Voilà. Donc, on n'est pas dans l'impasse, il y a des possibilités, mais il faut juste faire les choses dans l'ordre, il faut créer une convention ad hoc, y réfléchir, là on est sur un sujet un petit peu politique. Pour les personnes en EHPAD, la solution, c'est le bon de transport ou l'accompagnement familial pour l'instant. Pour le suivi, le nettoyage, enfin, en tout cas pour le suivi, c'est pas autorisé, mais pour le nettoyage, l'audioprothésiste peut former le personnel. Pour le suivi, on peut emmener des aides auditives. Alors là, il y a des solutions un petit peu intermédiaires. Du bon sens, peut-être. Très bien. Peut-être une toute dernière question rapide, Brice, pour vous. Vous parliez d'abus tout à l'heure. Est-ce qu'il est légal qu'une personne se présente dans un domicile quelconque pour vendre des appareils auditifs ou faire du démarchage téléphonique? Alors, Code de la santé publique, L4361-7, le démarchage est interdit. Donc, tout démarchage porte-à-porte ou téléphonique n'est pas autorisé et c'est en général le signe d'une fraude, d'une arnaque. Alors, le problème, c'est qu'on a des sociétés aujourd'hui qui démarchent et qui vendent ensuite les adresses à des audioprothésistes. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes. Et l'audioprothésiste qui achète ces adresses n'est pas celui qui a démarché. Il va dire, et il peut éventuellement, parfois, être un vrai audioprothésiste correct. Ce n'est pas le cas la majorité du temps. C'est quelqu'un s'il n'a pas assez d'activité, c'est parce qu'il n'est pas bon ou pas sérieux. Voilà, donc le démarchage est interdit, il faut absolument refuser tout démarchage par téléphone, par Internet, les pseudo-questionnaires. Et moi, je suis scandalisé de voir, nous recherchons des volontaires pour tester des nouveaux appareils, ce sont des fausses études, ça n'existe pas. Donc la prescription doit être préalable, c'est la loi aussi. Donc il faut d'abord avoir une prescription et ensuite aller voir un audioprothésiste qu'on a choisi, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des critères de proximité, de qualité d'écoute, d'accueil et de réputation. Très bien. Yann, j'ai vu que tu avais levé la main. Tu vas pouvoir conclure et après, je ferai la conclusion générale. Donc, 1 minute. Oui, 1 minute. Alors moi, je voulais juste réagir par rapport à la prise de contact, se méfier énormément des formulaires en ligne, parce qu'une fois qu'on a rempli, on reçoit des mails en permanence. Je m'inscris souvent à ces formulaires qui testent qui cherchent des testeurs, et depuis, ma boîte mail est spammée pour savoir quand est-ce que je vais aller voir l'audioprothésiste. Voilà. Et tiens, je profite que j'ai une demi-seconde. Pour information, la fédération va sortir son guide bien s'équiper en appareil auditif, qui est un gros guide qui explique toutes les étapes. Il y a un certain nombre de choses qu'on a vues aujourd'hui et il va sortir cet après-midi. Donc, hasard du calendrier, parce que la graphiste nous l'a envoyé hier, mais il sort cet après-midi et il sera disponible dans notre réseau associatif et en ligne. Voilà. Est-ce que tu peux mettre le lien dans le chat? Je vous mets le lien dans le chat, oui. Ok, super.
Eh bien, il est midi, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Donc, je voulais tout d'abord remercier infiniment Yann Griset, président de Bucodes Surdie France, et puis Brice Janssen, audioprothésiste et président du syndicat des audioprothésistes, pour nous avoir accompagnés cette matinée. Euh, Vous dire aussi, mais vous l'avez dans le chat, mais peut-être vous le redire, on a un partenaire qui s'appelle InfoSens avec lequel on travaille et qui vous propose une série de vidéos très courtes pour présenter les bonnes pratiques et acquérir un savoir-faire dans la manipulation et l'entretien des prothèses auditives. Je crois qu'on vous a mis le lien dans le chat. Pauline est en train de vous le remettre. Remercier aussi toute la technique, les personnes que vous ne voyez pas qui sont derrière. Je pense à Pauline, je pense à Jérôme du Messageur pour tout le travail là qui nous permet de faire notre webinaire. Et puis enfin, parce que on a le souci de vouloir améliorer nos webinaires et nos pratiques, on va vous mettre aussi dans le chat un lien pour participer à une étude d'impact. Donc, si vous pouviez prendre 5 minutes pour le remplir, ce serait vraiment très important pour nous. Il y a une quinzaine de questions, 15-20 questions. Il faut, aller, on va dire 10 minutes pour y remplir. Ça nous permettra de voir ce que vous avez trouvé à ce webinaire, les intérêts que vous pouvez y trouver, les améliorations aussi à mettre en place. Voilà, donc Pauline vient de le mettre dans le chat. Donc, merci beaucoup pour remplir ce questionnaire. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et en vous disant, n'hésitez pas à nous contacter sur notre plateforme d'écoute et d'information, à aller sur notre site aussi si vous avez des questions. Ça a été relativement dense. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, parfois très techniques. Donc, bien sûr, le webinaire sera accessible en replay d'ici quelques semaines. Mais n'hésitez pas à nous contacter et à contacter aussi toutes les associations de personnes qui pourront vous répondre, qui pourront vous donner des informations plutôt neutres et plutôt fiables. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.